Ici, une otite congestive, souvent dans un contexte de rhinopharyngite virale, on a une inflammation tympanique, c'est-à-dire que le tympan va être rouge ou rose sans épanchement. Ici, une otite séromuqueuse, ça on peut le voir de manière fortuite au cours des consultations, on va avoir un épanchement tympanique, mais il n'y aura pas d'inflammation, ni d'otalgie, ni de fièvre. Donc ça, c'est du recours des ORL. Et le tympan normal, la membrane tympanique est bleutée, bien transparente, elle va bien refléter la lumière de votre otoscope avec le fameux triangle lumineux et on voit bien les reliefs. Les recommandations de traitement de l'otite moyenne aiguë ont été révisées en 2011 avec des précisions apportées l'année dernière avec un petit rapport au niveau de la HAS. Il est conseillé de ne traiter par antibiotiques que les otites moyennes aiguës purulentes des enfants de moins de 2 ans. Et chez les enfants de plus de 2 ans, on ne traite que les otites moyennes aiguës purulentes que si elles sont symptomatiques, c'est-à-dire associées à une fièvre ou une douleur élevée. C'est-à-dire que si on constate au cours d'un examen d'un enfant de 2 ans une otite moyenne aiguë purulente, mais que l'enfant est très bien, on ne donne pas de traitement antibiotique. Donc, pas de... Et effectivement, l'otite congestive ne nécessite pas d'antibiotiques. Et en cas de doute, il est conseillé de revoir l'enfant si les symptômes, c'est-à-dire la fièvre et les douleurs, persistent de plus de 3 jours, si effectivement le tympan est douteux. Donc, ne traitez que les otites moyennes aiguës purulentes des enfants de moins de 2 ans ou de plus de 2 ans si symptomatiques. Les germes ciblés, ce sont toujours les mêmes, c'est essentiellement le pneumocoque, mais également Haemophilus influenzae. Et dans ces cas, vous savez que ce sont des Haemophilus influenzae qui sont non typables, c'est-à-dire ils sont non ciblés par la vaccination hexavalente. La sensibilité du pneumocoque, elle évolue. Actuellement, elle a bien diminué depuis la diapositive que je vais montrer. Et on a quand même une prédominance de pneumocoques sensibles ou intermédiaires aux bêta-lactamines et donc qui restent sensibles à l'amoxicilline. L'hémophilus est le plus souvent sensible à l'amoxicilline. Il peut sécréter une bêta-lactamase, donc être résistant. Mais on peut aussi tolérer de ne pas traiter dans un premier temps une éventuelle otite à hémophilus. Le traitement recommandé donc, pour les otites et l'amoxicilline, ce sont des posologies relativement élevées, 80-100 mg kg jour, qu'on peut donner en 2 ou 3 prises. Donc, les dernières recommandations de 2011 autorisaient 2 prises par jour, ce qui simplifie beaucoup l'observance, puisque vous savez que la plupart de ces enfants sont en crèche. Et c'est vrai qu'une prise, un antibiotique en 3 prises, en fait, disons, compromettait l'observance du traitement. Et la durée de traitement est bien de 10 jours pour les enfants de moins de 2 ans, mais elle peut être raccourcie à 5 jours chez les enfants de plus de 2 ans qui nécessiteraient un traitement. Et puis, on conseille toujours, ça n'a pas changé, l'association amoxicilline acide clavulanique, une dose poids 3 fois par jour en cas de syndrome otite conjonctivite, puisque dans ces cas-là, on a quasiment exclusivement de l'hémophilus qu'on va cibler en première intention. Donc, les allergies aux bêta-lactamines sont très rares. Et puis, vous voyez donc que ces recommandations évitent les céphalosporines orales en première intention. Alors, vous voyez, donc effectivement, ces recommandations de 2011, leur objectif, c'était clairement de réduire le volume de prescription d'antibiotiques. On avait les chiffres de consommation d'antibiotiques en France, mais également de réduire le spectre des molécules utilisées, c'est-à-dire clairement éviter, au moins en première intention, l'association amoxicilline acide clavulanique et éviter les céphalosporines de 3e génération par voie orale qui étaient antérieurement prescrites dans cette indication. Donc, bon, alors là, on va revoir rapidement les angines. On va conseiller de traiter que les angines chez l'enfant TDR+, et le traitement, c'est l'amoxicilline. Vous voyez, dans les otites moyennes aiguës, on met également l'amoxicilline en première intention, dans les sinusites maxillaires également, et uniquement dans les sinusites ethmoïdales ou sphénoïdales, qui sont quand même pas si fréquentes chez l'enfant, on va mettre en premier l'amoxicilline acide clavulanique. Alors, quel a été l'impact de ces recommandations en vie réelle?
Eh bien, en fait, ici, une étude qui a été publiée récemment qui s'est intéressée aux prescriptions nationales d'antibiotiques. On a des données sur les antibiothérapies chez l'adulte, mais également chez l'enfant. Là, je vais vous présenter les données chez l'enfant. Et on a pu voir une diminution de la prescription d'antibiotiques chez l'enfant entre 2009 et 2017 de 30%. Donc, c'est quand même c'est tout à fait important. Et cette diminution, vous voyez, variait suivant l'âge. Chez les enfants de moins de 2 ans, c'était 26% en moins et c'était plus élevé chez les grands enfants au-delà de 3 ans. Donc, effectivement, on a l'impression qu'il y a un vrai effet de ces recommandations. L'autre chose, c'est qu'on s'est intéressé effectivement aux molécules qui étaient prescrites. Et c'était très intéressant parce qu'effectivement, on peut voir, vous voyez, cette diminution de la prescription des antibiotiques. On a une relative augmentation de l'amoxicilline, plus 14%, ce qui est normal, puisque vous avez vu qu'on a mis l'amoxicilline en première intention dans beaucoup d'indications ORL. Et on a une vraie diminution des molécules à large spectre. Ici, le cefpodoxime, qui est l'Orelox, qui était antérieurement en première intention dans les otites, moins 60%, donc quasiment plus prescrit. L'amoxicilline a beaucoup diminué, bon, la josamicine aussi, et le cefixime, qui n'a pas d'indication dans les vaccins ORL, a également diminué. Donc, effectivement, une diminution des prescriptions d'antibiotiques qui sont en accord avec ces recommandations. Alors, on était aussi vous voyez, on s'est retrouvé aussi avec une efficacité de la vaccination pneumococcique conjuguée. C'est-à-dire qu'ici, si on considère le pourcentage de pneumocoques de sensibilité diminué à la pénicilline, donc on l'a vu en 2001, on était relativement élevé, on était à plus de 50% des pneumocoques, donc là on est dans de l'infection communautaire. Donc il y a le plan antibiotique en 2000, et puis dans les années 2000, les vaccinations pneumococciques conjuguées du nourrisson, donc tout d'abord le Prevnar 7, qui va être introduit un petit peu progressivement en France, et puis finalement remplacé par le Prevnar 13, qui couvre 13 sérotypes de pneumocoques à partir de 2010. Et en fait, effectivement, les vaccins Prevnar a permis aussi une diminution du nombre de pneumocoques résistants à la pénicilline, parce qu'en fait, il ciblait préférentiellement ces souches. C'est-à-dire qu'effectivement, le Prevnar a permis une vraie diminution des infections au sérotype contenues dans ces vaccins et qui sont également des souches porteuses de résistance moins sensibles aux pénicillines. Donc, effectivement, on a actuellement une meilleure sensibilité du pneumocoque en France. Ici, des chiffres de 2019, vous voyez, on est un petit peu plus de 20% des souches de pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline et on n'a plus de souches résistantes ou exceptionnellement aux céphalosporines. Alors, on va parler un petit peu du TDR. Donc, à votre avis, donc ici, on a 2 photos d'enfants, croyez-moi, la deuxième aussi, c'est un enfant. Laquelle de ces 2 angines, on vous demande, érythémateuse en haut ou érythématopultacée ici, a le plus de chances d'être due au streptocoque de groupe A, à votre avis? Donc, on a des enfants qui ont 4-5 ans, on va dire. En fait, chez l'enfant, c'est exactement pareil, les deux. Il n'y a pas de score clinique valable pour le diagnostic d'angine à streptocoque de groupe A chez l'enfant. Et dans tous les cas, il faudra faire un TDR. C'est-à-dire qu'on peut avoir des aspects d'angine érythématopultacée dans des angines virales, typiquement la mononucléose, et des angines érythémateuses aussi dues uniquement au strepto A. Donc, il va falloir faire un TDR. Donc, vous connaissez certainement cette petite affiche qui est accessible en ligne et qui explique comment faire un TDR pour les angines. Donc, on va le faire chez les angines des enfants de plus de 3 ans, puisque en dessous de 3 ans, on va considérer qu'une angine est d'origine virale. Il n'y a pas besoin de faire de TDR.
Donc, il va falloir le prélèvement. Donc, ça prend 5 minutes au cabinet. C'est simplement une histoire d'organisation. Et effectivement, ça donne une bonne… On va voir 2 barres si le test est positif. Donc, un test qui est facile à faire et de résultats immédiats au cabinet qui va pouvoir restreindre la prescription d'antibiotiques aux seules angines à TDR positif. Donc, on a des chiffres sur les consommations de ces tests par les médecins généralistes. En 2017, à peu près 40% des médecins généralistes avaient commandé un TDR angine versus 30% en 2014. Donc, on peut peut-être espérer qu'on a encore augmenté. Ça fait partie, ça devrait faire partie clairement des tests dans le cabinet de tout médecin généraliste et de tout pédiatre. Donc ici, Sacha, on a une petite Sacha, donc 4 ans et demi, qui n'a pas d'antécédent. Elle a 39 de fièvre. Elle a pas mal à la gorge, mais elle tousse un petit peu. Et puis, à l'examen, vous avez quand même ces amygdales qui sont augmentées de volume et qui sont érythémateuses. Et on vous demande, avant de faire le TDR, parce que là, vous allez le faire, à quelle probabilité estimez-vous que l'angine de Sacha, 4 ans, soit due à un streptocoque de groupe A? Est-ce que la probabilité dans cette angine érythémateuse est de 10%, de 20%, de 40%, de 60% ou de 100%? À votre avis? Ben, elle est de 40%. Hein. Donc, effectivement, chez des enfants qui ont une pharyngite ou une angine érythémateuse ou une angine, on a 40% de chances que cette angine ou cette pharyngite soit due au streptoa, 60% des cas d'origine virale. Alors maintenant, le TDR est positif. Alors, on vous demande quelle est la probabilité que l'angine soit due à un streptoa. Si le TDR est positif, est-ce que c'est 70%, 80, 90, 95 ou 100%? C'est 90%. Donc, une excellente valeur prédictive positive du TDR chez l'enfant. Après, on vous dit, alors, autre cas de figure, le TDR est négatif. On vous demande quelle est la probabilité que l'angine soit due à du streptoa. Est-ce que c'est 0%, 5%, 10%? Ça va être quelle marge d'erreur vous avez? 20%, 30%, 5%. La valeur prédictive négative du TDR chez l'enfant est de 95%. Donc, vous voyez un test qui est vraiment excellent. Hein, finalement, le plus difficile, mais c'est vraiment une question d'habitude, ça va être de réaliser le prélèvement chez l'enfant. Mais je vous assure, c'est tout à fait faisable puisque ça nécessite, ça va très vite, beaucoup plus facile à faire qu'une PCR Covid chez l'enfant. Hein, donc, effectivement, un très bon test qui va permettre son utilisation en pratique courante. Alors, on va changer de thème. On va passer un petit peu aux infections urinaires qui posent également des problèmes d'antibiothérapie et de diagnostic. Alors, on a Elsa, 4 ans, qui n'a pas d'antécédent, qui vient un matin en consultation pour des mictions fréquentes et douloureuses depuis la veille. Elle n'a pas de fièvre, mais elle est grognon. Donc, vous avez diagnostiqué une cystite. En tout cas, elle a l'air d'avoir des signes de cystite. Et on vous demande, à votre avis, quelle est la sensibilité de la bandelette urinaire pour le diagnostic d'infection urinaire? Parce que quand même, il va falloir le confirmer. Est-ce que c'est pour le coup 70, 80, 90%, 95 ou 100% de sensibilité? C'est 95% si elle est positive en nitrite ou en leucocyte. Alors, on vous demande aussi quelle est la spécificité, c'est-à-dire que si la bandelette est positive, dans combien de cas vous allez pouvoir être sûr que c'est une infection urinaire, parce qu'il va falloir confirmer par un ECBU. Est-ce que c'est 30%, 50%, 70%, 90% ou 100%? C'est 70%. Hein, donc, effectivement, la spécificité est un petit peu plus faible, mais ça reste quand même très intéressant pour un test de dépistage. C'est-à-dire qu'après ce test, s'il est positif, vous allez pouvoir le compléter par un ECBU. Alors maintenant, on allait aux 4 mois. Donc, ce nourrisson
que vous voyez ici, qui est très mignon. Il a une fièvre isolée depuis 48 heures, l'hémodynamique est normale, l'examen clinique ne retrouve pas de foyer infectieux, et donc de manière tout à fait adaptée, vous allez faire une bandelette urinaire sur un sac collecteur. Je vous rappelle que chez les nourrissons, effectivement, ce n'est pas très facile de réaliser un prélèvement d'urine. Donc, on a plusieurs techniques. Ça va être difficile de faire un prélèvement urinaire en milieu de jet chez un bébé de 4 mois. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, on va poser souvent un sac collecteur qui ne doit pas rester en place d'ailleurs plus d'une demi-heure. Donc ici, et qui va permettre quand même les premiers résultats. Donc, la bandelette urinaire sur sac collecteur est positive en leucocytes et en nitrites. Et vous allez envoyer le CBU. Et l'examen direct que vous avez quelques heures après va vous retrouver plus d'1 million de leucos par millilitre et quelques bacilles à grammes négatifs. Donc, vous êtes d'accord, vous avez fait le diagnostic d'une pyélonéphrite. Vous avez la clinique en faveur. Chez les nourrissons, la pyélonéphrite, en fait, peut être se résumer à une fièvre isolée, plus ou moins accompagnée de signes digestifs. On peut avoir des petits signes d'irritation, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez un dépistage chez ce bébé qui est positif. La bandelette urinaire, donc, je vous rappelle, elle est possible chez les bébés à partir de l'âge de 1 mois. Et en fait, elle va énormément nous servir à trier les ECBU qu'on va envoyer au laboratoire ou pas, à cause de ce problème de réalisation, c'est-à-dire de réalisation des ECBU chez l'enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet de diminuer les faux positifs de l'ECBU. Donc, on fait un dépistage positif. Donc, lui, il avait une bandelette positive. La bandelette, si elle est positive en leuco, en fait, vous signifie que vous avez une leucocyturie qui est supérieure ou égale à 10 puissance 4 par millilitre. Et si vous avez des nitrites, elle vous dit qu'il y a très probablement des entérobactéries de type Escherichia coli, Proteus ou Klebsiella. Mais de toute façon, il va falloir compléter par l'envoi de l'ECBU au laboratoire de bactériologie et l'examen direct avec la coloration de grammes en faveur d'une infection urinaire va effectivement confirmer la leucocyturie et visualiser plus ou moins soit des bacilles à grammes négatifs à l'examen direct en faveur d'une entérobactérie ou des coccygrammes positifs à l'examen direct en faveur, dans cette situation clinique, d'un entérocoque. Alors, devant une pyélonéphrite sans signe de gravité chez un garçon de 4 mois, on vous demande votre attitude thérapeutique. Est-ce que vous allez donner du céfixime par voie orale, de l'amoxicilline acylclavulanique par voie orale, du sulfaméthoxazole par voie orale, ceftriaxone IV ou amikacine IV? Alors, effectivement, on va cibler dans le traitement probabiliste d'une infection urinaire chez l'enfant, comme chez l'adulte d'ailleurs, les entérobactéries sensibles aux céphalosporines de 3e génération, qui sont les plus fréquentes. Donc, les alternatives en probabiliste sont soit un traitement intraveineux par la ceftriaxone ou le céfotaxime, ou un traitement oral d'emblée avec le céfixime par voie orale, qui est également une céphalosporine de 3e génération. L'autre alternative serait de faire un aminoside, mais ça nécessitera une injection intraveineuse, donc on va utiliser l'amicacine. Donc effectivement, il y aurait 3 possibilités théoriques, soit le céfixime par voie orale en probabiliste, soit la ceftriaxone par voie intraveineuse, soit l'amicacine intraveineuse. Donc chez cet enfant qui a une pyélonéphrite mais qui n'a pas de signe de gravité, on va le plus souvent préférer le céfixime par voie orale d'emblée. Donc effectivement, il y a une étude qui a été conduite en France en 2012 qui a étudié en multicentrique, donc c'est une étude randomisée, prospective, d'août 2004 à avril 2008, et qui s'intéressait au premier épisode de pyélonéphrite chez des nourrissons entre 1 et 36 mois, donc vous voyez des petits nourrissons, et qui a comparé le céfixime oral d'emblée au traitement par ceftriaxone intraveineux pour le traitement probabiliste. Le critère jugement principal de cette étude, c'était la cicatrice rénale à la scintigraphie au DMSA,
qui était répétée à 8 jours, puis 6 mois après en cas d'anomalie. Donc, dans cette étude, il y a 171 enfants qui ont été inclus et cette étude a conclu sans ambiguïté à la non-infériorité du traitement oral par cefixime versus le traitement injectable par ceftriaxone. Et donc, ça a permis de modifier les recommandations qui sont actuellement en cours. Donc, on le fait exclusivement chez les enfants de plus de 1 mois, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de sévérité initiale. Évidemment, on ne va pas donner du cefixime oral à un enfant qui est en sepsis, ni d'uropathie sous-jacente. Ces enfants-là seront traités pour le traitement probabiliste par voie intraveineuse. Une étude Cochrane sur le sujet a été publiée en 2014, qui incluait 27 études et qui concluait également dans ces infections, chez l'enfant, pas de différence entre une antibiothérapie orale d'emblée versus IV, et également pas de différence en cas de traitement IV pour une durée courte de traitement versus une durée longue, 7 à 10 jours. Une seule injection des méninosides est efficace. Bon, on va voir, on en fait quand même un petit peu plus qu'une. Et effectivement, ces données n'étaient pas extrapolables chez l'enfant de moins de 1 mois. Donc, vous voyez déjà, vous allez voir les recommandations. On va les voir un petit peu plus tard. Alors, notre petit garçon, là, de 4 mois, qui a été traité par cefixime, vous le revoyez à 3 jours, puisque vous avez récupéré votre antibiogramme. Donc, il va bien. Et puis, vous regardez un petit peu ce que les bactériologistes vous ont rendu et on vous demande le traitement antibiotique que vous effectuez au vu de cet antibiogramme. Est-ce que vous faites de l'amoxicilline aciclavulanique? Bon, je vous le montre là. Hein. Bon, vous voyez. Est-ce que vous faites de la ciprofloxacine? Alors ici, on vous a testé l'ofloxacine. Est-ce que vous faites du triméthoprine sulfaméthoxazole? On vous l'a testé ici. Nitrofurantoïne, on vous l'a testé également, ou est-ce que vous proposez autre chose? Alors, on a vu. Alors, est-ce qu'on peut faire de l'amoxicilline aciclavulanique? Là, non, on a vu, à la souche est résistante. Est-ce qu'on peut faire une quinolone? Non. On fait pas de… Alors, les quinolones chez l'enfant dans les infections urinaires sont vraiment un traitement qu'on ferait en dernière intention après les autres molécules. Et chez le jeune enfant, en fait, on va utiliser la ciprofloxacine qui existe en forme suspension buvable, ce qui n'est pas vrai pour l'ofloxacine. Hein. Donc, vraiment, les quinolones, on va les réserver au traitement des infections urinaires lorsqu'il n'y a pas d'autres alternatives. La nitrofurantoïne, effectivement, ne sera pas utilisée, d'ailleurs, n'est pas dans les recommandations. C'est un antiseptique urinaire qui a une faible efficacité, avec effectivement des effets secondaires qui apparaissent en cas de traitement long. On va dire que ça ne nous concerne pas, mais c'est surtout la faible efficacité dans une infection rénale qu'on va mettre de côté. Et puis là, on ne pourra pas utiliser le Bactrim puisque la souche est résistante sur l'antibiogramme. Donc finalement, heureusement, la souche était sensible au cefixime, hein, elle était sensible aux céphalosporines de 3e génération. Donc on va laisser le cefixime et on fait chez le nourrisson et chez l'enfant une durée totale de traitement d'une pyélonéphrite de 10 jours. Voilà, ici les recommandations sur l'antibiothérapie de la pyélonéphrite aiguë de l'enfant. Donc, suivant l'âge et la clinique, on fera un traitement intraveineux initial ou oral d'emblée, comme on l'a vu avec ce cas. On va cibler Escherichia coli, qui est majoritaire dans ces infections. Donc, Escherichia coli, actuellement en France, est résistant à l'ampicilline dans 40% des cas. Il est sensible aux céphalosporines de 3e génération et aux aminosides. Et effectivement, les BLSE communautaires, c'est-à-dire les souches d'Escherichia coli résistantes aux céphalosporines de 3e génération, sont moins de 10% des souches. En fonction de la gravité, donc si en cas de signe de gravité ou chez le jeune nourrisson de moins de 3 mois, on va très souvent préférer l'association CG3-amikacine et ces enfants seront hospitalisés. Mais chez les formes non graves et chez les nourrissons de plus de 3 mois, on va pouvoir soit utiliser le cefixime par voie orale, soit l'amicacine par voie intraveineuse en une injection par jour.
Les allergies aux pénicillines sont également très rares. Et ensuite, on va adapter l'antibiothérapie à J3 avec, dans l'ordre et en fonction de l'antibiogramme, bien sûr, tout d'abord l'amoxicilline en cas de Proteus mirabilis et d'entérocoque, bon ça bien sûr, et si Escherichia coli uniquement après traitement IV. Le Bactrim peut être utilisé à partir de 1 mois. Le Cefixime peut être utilisé. Et puis, comme on l'a dit, on pourra utiliser, vous voyez, la ciprofloxacine, mais uniquement en dernière intention. Et il faudra quand même vérifier que la souche est bien sensible à l'acide alidixique et au quinolone. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire sur les infections urinaires, donc il faut vraiment bien retenir l'intérêt de la bandelette urinaire qui va éviter de faire des ECBU qui risqueraient d'être contaminés, qui risqueraient de vous faire prescrire des antibiotiques inutiles. Et puis, bien récupérer l'antibiogramme pour adapter votre antibiothérapie. Alors, les infections cutanées. Alors, Lenny, 4 ans, rentre de colonie de vacances, donc il va bien, il n'a pas de fièvre, il a quelques éléments cutanés sur le visage. Donc, vous voyez ici, on vous demande votre diagnostic. Et bien sûr, vous avez diagnostiqué un impétigo. On vous demande ce que vous proposez comme traitement. Est-ce que vous faites une antibiothérapie orale par amoxicilline aciclavulanique? On l'a vu, il n'avait pas beaucoup de lésions. Est-ce que vous faites un lavage des lésions à l'eau et au savon? Il y a plusieurs choix possibles. Une antibiothérapie locale par acide fusidique crème, une désinfection des lésions cutanées à la chlorhexidine aqueuse et une éviction scolaire de 5 jours. Alors, effectivement, l'impétigo, vous le savez, dans tous les cas, on va nettoyer les lésions en faisant un lavage de l'eau et à l'eau et au savon. Et on va faire une antibiothérapie locale, mais ça ne sera pas l'acide fusidique qu'on va utiliser et qui est actuellement qui n'est pas recommandé dans ces infections, y compris chez l'adulte. C'est la mupirocine crème qui est recommandée. En effet, la mupirocine a l'avantage par rapport à l'acide fusidique d'être efficace sur le staphylocoque doré, comme l'acide fusidique, mais également sur les streptocoques de groupe A. Donc, effectivement, c'est ce qu'on va choisir. Et on va voir, donc il n'est pas recommandé de désinfecter les lésions. Et l'éviction scolaire, ce n'est pas 5 jours, c'est 72 heures si les lésions ne peuvent pas être protégées. Donc, par exemple, sur le visage, un impétigo du visage, on ne pourra pas protéger les lésions. Et effectivement, on aura une éviction scolaire de 3 jours. Par contre, si c'est un impétigo d'une lésion, on peut mettre un pansement. L'enfant peut retourner à l'école dès le lendemain. Ici, les recommandations plus récentes, qui sont disponibles bien sûr sur le site de la HAS. C'est des recommandations de 2019 qui ont été élaborées par la SPIF, la Société française de dermatologie, et nous les pédiatres, on a participé pour la partie pédiatrique. Donc, pour l'impétigo, dans tous les cas, la détertion est recommandée, elle est indispensable. Et on va favoriser une antibiothérapie locale par mupirocine crème si la surface corporelle atteinte est inférieure à 2%, ce qui équivaut à 2 paumes de main. Donc, ça laisse quand même de la marge. Une paume de main, vous retenez chez l'enfant, ça fait 1%. Donc, vous voyez, c'est quand même 5 sites lésionnels actifs ou moins, absence d'extension rapide des lésions. Donc, clairement, c'est l'antibiothérapie locale qui est préférée. On peut le faire 3 fois par jour, mais c'est également possible de faire 2 fois par jour et on fait un traitement seulement de 5 jours. L'antibiothérapie générale n'est recommandée dans l'impétigo que pour les formes d'ectyma, c'est-à-dire ces formes très particulières d'impétigo qui sont nécrotiques et creusantes. Lorsque la surface corporelle atteinte est plus de 2% de la surface corporelle, ce qui est quand même assez important, mais ça peut arriver si les parents ont mis du temps à consulter. S'il n'y a plus de lésions actives, s'il y a une extension rapide des lésions. En pratique, c'est finalement, vous allez faire une antibiothérapie générale si vous pensez que votre antibiothérapie locale ne pourra pas être effectuée du fait de l'étendue des lésions. Et en première intention, on va recommander l'amoxicilline aciclavulanique, qui est également efficace sur le streptocoque de groupe A et le staphylocoque doré, sans silméticilline. Mais vous pouvez aussi utiliser le céphadroxyle, qui est une céphalosporine de première génération, qui existe également
sous forme de suspension buvable, mais il va falloir calculer les posologies. Voilà. Et dans tous les cas, on conseille les soins locaux. Juste, j'attire votre attention, si vous utilisez une antibiothérapie par voie systémique, on n'a pas besoin d'utiliser la mupirocine par voie locale. Et dans ces cas-là, par contre, il faut utiliser un corps gras pour décoller les croûtes et vous allez mettre de la vaseline. Et c'est un traitement qui est limité à 7 jours. Un petit mot juste sur les dermohypodermites bactériennes non nécrosantes de l'enfant, puisqu'elles ont été également ciblées par ces recommandations de la HAS. Donc, chez l'enfant, les bactéries cibles sont le streptoa, comme chez l'adulte, mais également le staphylocoque doré sensible à la méticilline. Donc, ça, c'est une petite spécificité chez l'enfant. Il faut aussi toujours chercher une porte d'entrée cutanée. Et la varicelle est une grande pourvoyeuse de dermohypodermite chez l'enfant. Ça, c'est vraiment la numéro 1. On n'a pas les problèmes. Vous voyez, les dermohypodermites de l'enfant, c'est très différent de l'adulte. Ça ne survient pas sur des lymphœdèmes. Hein. C'est une situation très rare chez l'enfant, le lymphœdème. Par contre, il y a des portes d'entrée cutanées le plus souvent. Ça peut être la varicelle, très souvent, des brûlures, des petites piqûres, enfin des blessures. L'antibiotique recommandé s'il n'y a pas de signe de gravité, c'est également l'amoxicilline aciclavulanique qui sera donnée en 3 prises orales par jour pendant 7 jours dans les cas peu sévères. On peut donner une antibiothérapie orale et on préférera le traitement IV uniquement si on a des signes de sévérité. Et pour finir, un petit garçon de 4 ans, 38,5, une belle éruption maculopapuleuse, une toux, une rhinite. On vous demande votre diagnostic. Alors, vous l'avez reconnu sûrement, il s'agit d'une rougeole, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que là, pendant 2 ans, on n'a pas eu de rougeole avec l'épidémie Covid et probablement les mesures barrières. Et puis, voilà. Mais ça peut revenir. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu des épidémies de rougeole en France jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, avec des chiffres qui sont bien partagés par Santé publique France. Donc, vous savez que la rougeole doit être évoquée en cas de fièvre, il y a toujours un catarrhe, il y a une toux qui est constante et un énanthème et exanthème caractéristique. Il y a une phase d'invasion de 2 à 4 jours avec le signe de Koplik que vous pouvez voir ici, qui est tout à fait pathognomonique. Hein, c'est ces taches blanches ou bleutées sur la muqueuse jugale qui est inflammatoire. Et la phase éruptive apparaît 2 semaines après le contagion, donc après la phase d'invasion. C'est un exanthème avec des intervalles de peau saine qui débutent derrière les oreilles et qui s'étend en une poussée vers la face et le reste du corps en 5 à 6 jours. La contagiosité de la rougeole est très importante et elle débute malheureusement avant l'éruption, 5 jours avant l'éruption et 5 jours après l'éruption. Je dis malheureusement parce qu'en fait, une rougeole dans une salle d'attente de pédiatrie avant la phase d'éruption, évidemment, peut vous contaminer dans cette salle d'attente tous les enfants non encore vaccinés par la rougeole ou éventuellement des adultes qui auraient échappé à la vaccination. Les complications de la rougeole chez l'enfant sont importantes, hein, en l'absence de vaccination, avec le responsable de décès dans le monde, essentiellement dans les pays à faibles ressources, des complications très fréquentes. Donc, les relativement fréquentes, c'est les complications infectieuses, les otites, les diarrhées, la pneumonie. Hein, la rougeole est un virus à tropisme respiratoire. Et effectivement, 50% d'hospitalisation quand même chez l'enfant de moins de 1 an. Et puis, les complications rares, mais très graves, essentiellement neurologiques, qui sont les encéphalites, mais surtout la panencéphalite sclérosante subaiguë, qui est constamment mortelle, qui survient de manière différée 2 à 8 ans après une rougeole, avec un risque qui est évalué à 1 cas pour 100 000 cas de rougeole, mais qui est plus élevé si la rougeole survient avant l'âge de 5 ans ou avant l'âge de 1 an. Hein, donc, effectivement, une maladie grave pour laquelle, vous le savez, il existe un vaccin très efficace. Voilà, pour terminer, les recommandations d'antibiothérapie chez l'enfant couvrent actuellement pratiquement toutes les situations cliniques avec, vous voyez, peut-être vous connaissez le guide de prescription d'antibiothérapie en pédiatrie qui est disponible sur le site de la Société française de pédiatrie. Vous pouvez le télécharger sur le site du GPIP. Il va être remis à jour cette année, donc la dernière version date de 2016. Et
les articles sont publiés en anglais sur le site PubMed. Et puis, bien entendu, toutes les dernières recommandations de la HAS en association avec la SPILF en fait, incluent les pédiatres dans ces recommandations avec des parties dédiées à l'enfant, puisque l'épidémiologie des infections est un petit peu différente et les traitements aussi peuvent varier. Alors, chez l'enfant, la diminution de prescription des antibiotiques, ça reste quand même un objectif majeur. On sait bien que les antibiotiques sont des médicaments qui sont indispensables dans certaines situations et utiles dans d'autres. Donc, des recommandations très importantes qui existent maintenant dans pratiquement toutes les situations cliniques, mais qui ne remplacent pas le raisonnement clinicien des prescripteurs. Et puis, récemment, quand même, ça fait une dizaine d'années, des nouveaux outils diagnostiques qui vont aider les praticiens à leur cabinet. Donc, l'utilisation de la bandelette urinaire qui s'est beaucoup généralisée en pédiatrie, les TDR streptoa. Je n'ai pas parlé ici, mais la CRP en microméthode, qui permet un résultat également au cabinet en 5 minutes et qui peut beaucoup aider à la gestion en particulier des pneumopathies, mais je ne l'ai pas abordé dans cette session. Les TDR grippe qui sont intéressants parce que chez l'enfant, ça a été montré que effectivement, ça permet de diminuer les bilans biologiques, en particulier aux urgences pédiatriques. Bon, et puis l'utilisation de plus en plus des PCR multiplex. Donc, ces outils peuvent être un apport considérable également en médecine de ville. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, professeur. La présentation était très claire avec les questions et réponses. Et on a vu là dans la discussion, il y a beaucoup de gens qui ont interagi avec ces questions-là. Alors, dans la box QR, je ne vois pas encore de questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas à les poser, soit dans le chat, soit dans la box QR. Il y avait juste quelqu'un qui avait réagi par rapport à une réponse des questions. Je n'ai pas noté la question, mais c'était par rapport à Cefixime. Alors là, je vois la question. C'est ça. Alors, attendez. D'un point de vue écologique, est-ce que faire l'amicacine avec prestataire au domicile, puis relais sur antibiogramme, avec préférentiellement Bactrim, ne serait pas mieux que la réponse? Alors, oui, peut-être, mais bon, il faut quand même réaliser que l'amicacine en intraveineux, ça nécessite une voie veineuse et donc il va falloir un cathéter obturé. Donc, c'est quand même fait assez couramment aux urgences, mais disons qu'on va réserver aux enfants qu'on va préférer traiter par voie intraveineuse. Mais c'est vrai que c'est beaucoup fait. C'est beaucoup fait. Il vous voyez, il y a possibilité d'adapter finalement à ces pratiques. Alors, prestataire à domicile, c'est pas chez l'enfant, souvent, c'est pas cette solution qu'on va utiliser. C'est plutôt des enfants qui vont revenir dans le service des urgences. C'est-à-dire que la première injection, effectivement, est réalisée. Alors, je vous rappelle, c'est intraveineux. On ne fait pas d'amicacine intramusculaire dans cette indication. Et l'enfant va revenir jusqu'à l'antibiogramme à J3, une fois par jour, faire son amicacine. Et à J3, on va adapter. C'est vrai que si le relais se fait par Bactrim, c'est mieux. Mais ça, vraiment, voilà, libre aux personnes en fait, sur place d'organiser les choses. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Bien, merci d'avoir répondu. Alors, j'en vois une autre dans le chat. Une angine virale ne se surinfecte pas ultérieurement? C'est une question. Non, vraiment. Non, alors parfois, effectivement, l'aspect clinique même d'une angine virale est très impressionnant. On peut voir les angines à EBV sont extrêmement… Enfin, nous, on a en hospitalisation, on a des enfants qui sont hospitalisés avec des énormes angines virales. Avec des énormes dépôts blanchâtres, mais c'est absolument pas surinfecté. Non, c'est que du virus. Donc, il n'y a pas de surinfection des angines virales. Contrairement aux otites virales, donc voilà. Vous avez dit, l'otite virale, l'otite congestive virale, effectivement, peut se surinfecter, mais ça, on comprend bien comment ça se passe. Vous imaginez l'enfant qui est porteur dans son rhinopharynx, dans son nasopharynx de tas de bactéries, de l'hémophilus, du pneumocoque. C'est vrai que s'il y a une congestion des trompes d'Eustache avec une otite congestive, et ça, c'est parfaitement bien montré, les bactéries peuvent bien sûr profiter
de l'opportunité. Et la pathogénicité de l'hémophilus, en particulier les hémophilus non capsulés, est clairement favorisée par les infections virales préalables. C'est vrai que chez l'enfant, on a beaucoup cette coexistence d'infections virales et bactériennes, beaucoup dans les otites. Donc, l'otite congestive ne fait pas mal, n'est pas fébrile longtemps, on ne va pas donner d'antibiotiques. Et c'est vrai que si l'enfant reste fébrile, vous avez vu une otite congestive, vous prévenez les parents. 3 jours après, l'enfant reste fébrile ou c'est aggravé, vous réexaminez les tymbans. Si ça s'est modifié, vous prescrivez à ce moment-là. Mais vous aurez évité pas mal d'antibiotiques. Très bien, merci de votre réponse. Il y avait une autre question dans la box QR, s'il vous plaît, pour un antibiogramme qui montre une résistance à tous les antibiotiques. Comment, à votre avis, la solution? C'est quoi la solution? Alors, c'est vrai que j'avais pas vraiment le temps. J'ai pas abordé. Alors, résistance à tous les antibiotiques, non, on a quand même des solutions. Alors, juste pour les infections urinaires de l'enfant, c'est vrai qu'à la différence de l'adulte, on va pas mal utiliser les aminosides. C'est vrai que les enfants n'ont pas on a beaucoup moins de toxicité rénale des aminosides. Et effectivement, si vous regardez les recommandations, par exemple, on va autoriser un traitement complet par 5 jours d'amicacine. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une pyélonéphrite, vous avez commencé un traitement par amicacine, vous récupérez votre CBU à J3 et vous voyez qu'il s'agit d'une entérobactérie BLSE. C'est-à-dire, et que vous n'avez pas de relais oral possible, c'est-à-dire que la souche est résistante au quinolone, au Bactrim, vous avez possibilité de poursuivre le traitement par amicacine intraveineux pour une durée totale de 5 jours. Et là, on ne fait pas 10 jours de traitement. Donc ça, c'est une particularité chez l'enfant d'autoriser une monothérapie par aminoside dans le traitement de certaines infections urinaires. Ça nous rend beaucoup de services, surtout bien sûr dans les pyélonéphrites à entérobactéries BLSE avec d'excellents résultats, puisque comme vous le savez, les aminosides en fait diffusent très bien dans le rein, les voies urinaires, donc c'est une solution. Voilà. Après, effectivement, comme chez l'adulte, on va réfléchir en fonction de l'antibiogramme. On va utiliser finalement dans les entérobactéries, dans des infections à entérobactéries BLSE, à peu près tous les antibiotiques que vous allez pouvoir utiliser chez l'adulte, la céfoxytine, mais ça, on va se baser sur l'antibiogramme. Ça marche, merci de votre réponse. Il y avait une question qui a été posée depuis tout à l'heure, l'intérêt de la CRP en cas de pyélonéphrite. Alors en fait, oui, la CRP, elle va confirmer, confirmer. En fait, elle n'est pas indispensable, mais c'est vrai que la plupart des pyélonéphrites ont une CRP qui va se décaler un petit peu. Mais vous avez compris, le diagnostic de la pyélonéphrite, c'est quand même plutôt l'examen d'urine. C'est les résultats de l'ECBU. Donc, effectivement, certaines pyélonéphrites sévères ont des CRP très élevés, 100, 200. Certaines pyélonéphrites ont des CRP qui sont à 10, à 20. Donc, vous voyez, ça va être une aide d'orientation. Mais le résultat, le diagnostic de la pyélonéphrite, c'est clairement l'examen d'urine, la bandette urinaire d'abord pour trier les patients auxquels on fera un ECBU et le CBU direct, puis culture dans un second temps. Très bien, merci. Est-ce que vous avez encore du temps pour traiter d'autres questions? Oui. Alors, je vois qu'il y a une petite question sur la méningite. Oui, je n'ai pas parlé non plus. En fait, je me suis concentrée, c'est vrai, je me suis concentrée sur les infections finalement vues au cabinet, en ville ou aux urgences, mais c'est vrai que je n'ai pas parlé des infections chez les enfants hospitalisés. Alors, pour la méningite, il n'y a pas les dernières recommandations il n'y a pas eu de changement récent. Donc, vous savez qu'on n'utilise plus du tout l'avancomycine en traitement probabiliste maintenant, du fait de la diminution de la résistance du pneumocoque en France. Et donc, c'est effectivement exactement comme chez l'adulte, le céfotaxime
qui, en cas de suspicion de méningite bactérienne à pneumocoque, va être à 300 mg kg/jour en 4 injections. Donc, les recommandations chez l'enfant sont les mêmes que chez l'adulte. Il n'y a pas de différence. Par contre, bien sûr, il y a des précisions sur les posologies, puisque les posologies chez l'enfant doivent être adaptées en fonction du poids. Très bien, merci. Il y avait d'autres questions, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez les... Oui, alors bon, là, la question n'est pas très précise. On reçoit des enfants déjà sous antibiotiques. Avec quel type d'infection? Oui, on essaie de réfléchir. C'est vrai qu'on essaie de réfléchir, mais par contre, c'est vrai que si vous voyez, par exemple, un enfant qui a été mis sous, je sais pas, amoxicilline pour une suspicion d'otite et vous le voyez 2 jours après, les tympans sont normaux, vous avez tout à fait le droit d'arrêter l'antibiotique, parce que soit les tympans avaient été mal vus et cet enfant n'a jamais eu d'otite, soit l'otite a déjà guéri et dans ces cas-là, vous pouvez l'arrêter. Donc, effectivement, il faut revoir la situation clinique. Alors, je vois le diagnostic chez un nourrisson de 12 mois en cas de fièvre récurrente. Oui. Alors, effectivement, chez l'enfant, les infections urinaires peuvent donner aussi des stagnations, surtout chez les petits, les moins de 3 mois. On peut avoir des infections, des enfants de moins de 3 mois qui ont pour seul signe, sans fièvre, une stagnation du poids. Donc ça, c'est vrai, c'est un petit truc clinique qu'il faut connaître. C'est très bien, je remercie le collègue de l'avoir souligné, mais effectivement, il faut penser à dépister une infection urinaire chez un nourrisson, surtout les petits. Vraiment, c'est moins de 3 mois qui aurait un problème de mauvaise prise de poids. Et puis, effectivement, fièvre récurrente, bien entendu, on peut avoir une fièvre récurrente qui finalement, fièvre récurrente, c'est-à-dire une fièvre un peu prolongée, chez qui finalement on va diagnostiquer une infection urinaire. Le jeune nourrisson ne peut pas tellement se plaindre de signes fonctionnels urinaires, donc il peut y avoir du retard. C'est pour ça qu'on fait très facilement, effectivement, une bandelette urinaire de dépistage. C'est extrêmement facile à faire. Et vous avez vu chez un grand enfant, alors pour un pédiatre, grand enfant, ça peut être petit quand même, mais chez un enfant de plus de 3 mois, qui a une fièvre qui dure de plus de 48 heures ou depuis 3 jours et pour lequel vous n'avez pas d'autre diagnostic, il est vraiment très recommandé de faire une bandelette urinaire. Parce qu'effectivement, le diagnostic numéro 1, ça sera celui d'une infection urinaire. Et le seul symptôme sera la fièvre. Alors, il y a une petite question sur les quinolones. Donc, effectivement, les quinolones, vous le savez, ont été boudés à juste titre par les pédiatres pendant assez longtemps, avec des réserves qui étaient liées à des publications qui montraient que sur des modèles de chiots, une toxicité articulaire, c'est-à-dire sur le cartilage articulaire et le cartilage de croissance, une toxicité des quinolones. Donc, c'est sur la base de ces publications qu'il y a eu une réserve au moment de l'utilisation des quinolones, de l'apport des quinolones chez l'adulte. En fait, il y a une réserve chez l'enfant et donc il n'y avait pas d'AMM pédiatrique chez l'enfant. Et puis finalement, les quinolones ont été utilisés chez l'enfant, d'abord chez les enfants mucoviscidosiques pour traiter les infections essentiellement apiocyaniques. Et puis, peu à peu, dans des infections, par exemple, urinaires sévères, c'est clairement, si on a une infection urinaire avec un abcès rénal, on va clairement utiliser les quinolones lors du relais oral et dans certaines indications très précises. Et finalement, avec des indications, et maintenant, on a le droit de prescrire les quinolones dans certaines indications, mais vous le savez, on a quand même été rattrapé par les réserves sur l'utilisation des quinolones qui montrent que les quinolones, en fait, sélectionnent très bien les BMR. Donc, effectivement, dans les recommandations pédiatriques d'antibiothérapie, vous ne trouverez pas du tout d'indication des quinolones en première intention. Dans aucune situation clinique, hormis l'otite externe, où on a le droit de mettre quand même des quinolones par voie locale,
Dans aucune infection communautaire de l'enfant, vous trouverez les quinolones en première ligne et on les utilisera au cas par cas sur une situation clinique et sur un germe et sur un antibiogramme, finalement, lorsqu'il n'y a pas d'alternative à cette utilisation. Et dans ces cas-là, finalement, on n'a pas tellement de limites. Si l'indication est justifiée par le type d'infection, l'antibiogramme du germe identifié, on va utiliser les quinolones chez l'enfant. On a une forme suspension buvable de ciprofloxacine qui peut être utilisée. Et actuellement, d'ailleurs, on a même de la lévofloxacine qui peut être demandée en ATU, mais bon, vous voyez, vous avez compris, les indications sont quand même extrêmement limitées. Et puis… Dernière question, peut-être. Dernière question. Alors, une antibioprophylaxie pour… alors, non, non. Alors, oui, alors, l'antibioprophylaxie des infections urinaires, elle va en fait concerner vraiment très peu d'enfants et en fait va être prescrite le plus souvent par les chirurgiens urologiques qui suivent des enfants avec des grosses uropathies. Hein, c'est-à-dire effectivement un enfant qui a un reflux vésico-urétéral de grade 4 ou de grade 5 dans l'attente d'une intervention chirurgicale va être mis sous antibioprophylaxie par le Bactrim. Hein, d'ailleurs, c'est la seule antibioprophylaxie qui a montré que dans ces indications d'uropathie sévère, elle permettait de diminuer le nombre de récidives des infections urinaires. Le problème du Bactrim, c'est qu'on n'a pas le droit de l'utiliser chez l'enfant de moins de 1 mois. Il y a des réserves dues à la toxicité potentielle hématologique. Et dans ces cas-là, donc toujours les chirurgiens urologiques prescrivent très souvent de l'alphatil, qui pour le coup n'a pas vraiment montré son intérêt dans cette indication. Donc c'est vrai que nous, les pédiatres infectiologues, on est un petit peu réservés sur la prescription d'alphatil. Voilà. Donc effectivement, vous voyez, donc très peu d'indications du Bactrim en prophylaxie chez l'enfant et que sur des indications urologiques. Et ce n'est pas le reflux grade 1. C'est vraiment des grosses uropathies avec des indications chirurgicales au décours quand l'enfant sera suffisamment grand pour être opéré. La phosphomycine, en fait, on va l'utiliser effectivement uniquement chez la grande adolescente, puisque là, on se rapproche effectivement des recommandations de nos collègues adultes, mais on ne va pas l'utiliser chez le jeune enfant. Également, on n'a pas de galénique disponible chez le jeune enfant. Donc, on ne l'a pas mis dans nos recommandations. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on a dépassé un peu de temps, donc Voilà. je vous remercie beaucoup d'avoir répondu Voilà. à toutes les questions. Il en reste encore. Oui, oui, juste Désolée, pour mais dire, effectivement, là, les infections sur site opératoire, écoutez, peut-être pour une autre fois, mais là, oui. on est un petit peu hors sujet. Mais merci quand même de la question et de toutes vos questions. Hein. Merci à tous. Merci à vous, professeur. C'était une session très enrichissante et plein de questions très intéressantes aussi. Donc, à tous nos participants, on vous donne rendez-vous pour la prochaine session en mai. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à cette adresse email cs.france@elsevier.com. Encore merci à tous et spécialement à vous, professeur, et à bientôt. Au revoir. Au revoir.